Casablanca, un film de 1942 de Michael Curtiz, scénario de Jules et Philippe Epstein, avec dans la distribution Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sidney Greenstreet et Peter Lorre. Le sujet. À Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu par Humphrey Bogart, un Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays. Lorsque Humphrey Bogart voit débarquer un soir le dissident politique Paul Henreid et son épouse Ingrid Bergman, quelle n'est pas sa surprise de retrouver dans ces circonstances le grand amour de sa vie. Notre avis, Casablanca est le type même du film surcoté, faux chef-d'œuvre, mais véritable navet. Casablanca, c'est l'enrôlement du mélodrame au service du film de propagande, et Dieu sait si le film de propagande est un genre difficile, et là, malheureusement, on va enfiler les perles. C'est un feuilleton. Casablanca, c'est un feuilleton fait de clichés, de lieux communs, avec pour cadre la ville de Casablanca vue par Hollywood. Nous avons droit à un exotisme de bazar, c'est le cas de le dire, un exotisme de pacotille, et tout le film est à l'avenant, avec des dialogues qui valent leur pesant de cacahuètes. Par exemple, lorsque Ingrid Bergman entend une détonation, une déflagration dans la rue, elle a cette tirade: est-ce le bruit du canon ou celui de mon cœur? Et d'ailleurs, Ingrid Bergman ne s'est pas plu durant le tournage. Elle ne pense, devant l'inanité des lignes de dialogue qu'on lui faisait réciter, elle ne pensait qu'à son prochain film, autre film de propagande mais de meilleure tenue, qui sonne le glas en 1943, avec Gary Cooper. D'ailleurs, personne ne semblait enthousiaste pour ce film de second ordre avant qu'il ne connaisse bien sûr un succès considérable. Alors Humphrey Bogart ici remplace un autre acteur qui était Ronald Reagan, le futur président des États-Unis. Bogart ne se plaît pas du tout sur le plateau, il est en constante dispute avec le réalisateur Michael Curtiz. Michael Curtiz lui-même qui n'a pas choisi le film, il est le remplaçant lui aussi d'un autre réalisateur, William Wyler. C'est un film dont la réalisation se caractérise par un gros désordre et une grosse approximation, ne serait-ce que dans la rédaction de l'histoire, puisque au fur et à mesure du tournage, on n'est pas certain de l'issue, de la fin, et ce film est écrit un petit peu, eh bien, au jour le jour. Et comme je le disais, le film de propagande appartient à un genre cinématographique très difficile, et ici vraiment on est dans le bas de gamme, dans les grosses ficelles, les clichés les plus éculés. Alors un exemple parmi tant d'autres, un capitaine français, pour nous signifier son esprit de résistance au régime de Vichy, eh bien il jette une bouteille d'eau minérale de Vichy dans la corbeille, dans la poubelle. Gros clin d'œil au spectateur. Mais si, indépendamment de ses très gros défauts, le film a connu malgré tout un succès constant dans le temps, c'est donc bien qu'il a des qualités cinématographiques, et c'est le cas, c'est évident, au premier rang desquels on citera la qualité de son interprétation. Alors il y a Humphrey Bogart qui, terminant le tournage du Faucon Maltais, eh bien nous redonne une interprétation de très grande qualité du anti-héros cynique, un petit peu désabusé, solitaire, mais toujours avec un fond honnête et idéaliste, avec également son look caractéristique, le vieil impair, la cigarette au bout du bec, une certaine nonchalance, qui fera la gloire de Humphrey Bogart. Sa partenaire ici, c'est Ingrid Bergman, qui remplace Michel Morgan, qui avait été pressenti, mais dont les prétentions financières étaient trop importantes pour les studios.
Le spectateur ne perd rien au change. Ingrid Bergman est absolument lumineuse dans ce film, une très grande sincérité d'interprétation, alors même qu'elle s'ennuyait sur le tournage et qu'elle trouvait les lignes de dialogue totalement stupides, à juste titre d'ailleurs. Mais elle est parfaite peut-être aussi parce que le réalisateur lui avait donné pour consigne de jouer flou. Oui, il y a un flou artistique. On ne sait pas si le personnage d'Ingrid Bergman est réellement fidèle à son époux dans le film ou si elle succombe au charme d'Humphrey Bogart, son premier amour. On remarquera également dans la distribution un duo d'acteurs qu'on va retrouver souvent après le Faucon maltais, le duo composé de Peter Lorre, le petit nerveux, et Sidney Greenstreet, le gros imposant. La réussite du film peut s'expliquer également par la qualité de sa réalisation, bien que le réalisateur Michael Curtiz soit avant tout un technicien de studio sans style personnel ni particulier. D'ailleurs ici, il remplace William Wyler. Quoi qu'il en soit, l'équipe de tournage est très compétente et puis les studios de la Warner sont au mieux de leur forme, de leur technique. Ici, nous avons une caméra très fluide qui se balade d'un personnage à l'autre sans perdre le fil de l'intrigue. Et puis nous avons une très belle photo avec des clairs-obscurs et des gros plans fort bienvenus dans un mélo qui est fait pour tirer une larme au spectateur. Et puis, quoi qu'on en pense, cet idéalisme très américain, ce bellicisme chevaleresque, est fait pour plaire au grand public et cela expliquera le succès constant de ce film. D'ailleurs, évidemment, quand il y a succès, il y a une suite ou du moins une deuxième tentative. Alors on va reprendre les mêmes, ou presque. On va reprendre le réalisateur Michael Curtiz, on va prendre Humphrey Bogart et on va redonner le rôle de l'héroïne à Michèle Morgan. Ça sera Passage to Marseille. Et là aussi, ça sera un navet, mais celui-ci, ce second navet, ne connaîtra pas la gloire du premier.